Voici un exemple sur lequel on va travailler sur différents réacteurs et même sur des associations de réacteurs idéaux. Alors, on étudie une réaction en phase liquide, phase aqueuse ici, avec une réaction dont on connaît parfaitement la cinétique. Elle est d'ordre 1 par rapport au réactif A, d'ordre 0 par rapport au réactif B. Et elle est d'ordre 1 par rapport au produit C. Donc c'est une réaction qu'on appelle parfois autocatalytique. On connaît la vitesse de cette réaction. On a les informations sur le débit d'alimentation qui est donné en débit volumique. On veut un taux de conversion en sortie, un taux de conversion de réactif A de 90%. On connaît la température de travail et on connaît les différentes concentrations au niveau de l'alimentation. Alors, par souci de simplification des écritures, on a donné donc des lettres pour représenter les différentes espèces chimiques. Et même pour leur concentration, plutôt que d'écrire des CA0, CB0, etc., on va utiliser des notations simplifiées, petit a, petit b, petit c, comme vous le voyez ici. Alors, la première question est de calculer le volume d'un réacteur parfaitement agité continu qui permettrait d'obtenir le taux de conversion final souhaité, donc ce taux de conversion de 90%. Alors, on va, comme d'habitude, écrire la réaction. A plus B donne C. En entrée du réacteur, on a, si on veut calculer un flux, c'est la concentration de A multipliée par le débit volumique à l'entrée. Même chose pour B et pour C. Pour avoir les flux molaires, on multiplie concentration par débit volumique. Ensuite, dans le réacteur, on va pouvoir écrire les différents flux. Donc, on va avoir A QV facteur de 1 moins XA, puisqu'on définit le taux de conversion par rapport à A. On va avoir QV facteur de B moins A XA pour ce qui est du réactif B. Et on va avoir QV facteur de C plus A XA pour ce qui concerne le produit C. On est en phase liquide, on va supposer que le débit volumique est conservé. Et donc la loi de vitesse qui est égale à donc K fois CA fois CC, puisque on a un ordre 1 par rapport au réactif A et un ordre 1 par rapport au produit C. Eh bien, cette loi de vitesse, on va pouvoir l'écrire. Donc K fois, en fait, on va reprendre le flux de A, le flux de C, chacun étant divisé par le débit volumique. Donc on peut directement simplifier et dire que c'est K fois A 1 moins XA fois C plus A XA. Donc voilà pour la loi de vitesse. Et on va pouvoir introduire cette loi de vitesse dans l'expression du bilan sur le réacteur parfaitement agité. On va écrire le bilan en espèce A sur le réacteur parfaitement agité dans son intégralité, puisqu'il est par essence uniforme. Donc on va pouvoir écrire que F, FA0 si on veut, c'est aussi égal à A fois QV, tel qu'on l'avait écrit dans le petit tableau des flux, moins RVRPA, donc le volume de ce réacteur parfaitement agité, est égal à FA0 facteur de 1 moins XA, ou bien encore A fois QV fois 1 moins XA, XAS. Donc le taux de conversion au niveau de la sortie de ce réacteur parfaitement agité. On va remplacer le petit r par l'expression de la loi de vitesse qu'on avait vue jusqu'avant, et en réarrangeant un tout petit peu cette expression, on obtient le volume de notre réacteur parfaitement agité. Donc c'est QV sur K multiplié par AXAS sur A facteur de 1 moins XAS facteur de C plus A XAS.
Donc, on retrouve ici les différentes expressions des flux. Et on peut donc calculer le volume de ce réacteur parfaitement agité. Pour un taux de conversion en sortie de 90%, il nous faudra un réacteur parfaitement agité de 16,7 mètres cubes. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, même chose, mais dans un réacteur tubulaire dont on supposera qu'il est piston. Donc on va écrire le bilan en A, mais cette fois-ci sur une tranche de réacteur piston. Une tranche suffisamment petite pour qu'on puisse supposer qu'on a l'uniformité à l'intérieur. Et donc on va pouvoir écrire que moins R fois dV. Ça, c'est le terme réactionnel. Donc la loi de vitesse, on va reprendre ce qu'on avait écrit juste avant. Et le dV, le petit volume de notre tranche. Ça, c'est égal à dFA. Et on peut aussi dire que c'est moins AQV dXA, compte tenu de l'expression du flux de A qu'on avait vu juste avant. Donc du coup, on va pouvoir expliciter ceci, donc en explicitant le petit r ici, en simplifiant un petit peu, on obtient dV qui est égal à QV sur K, facteur de dXA, sur 1 moins XA, facteur de C plus A XA, qu'on va intégrer. Donc entre 0 et le volume du réacteur piston que l'on cherche à calculer. Ici, on intègre entre 0 et XA à la sortie du réacteur souhaité. Et donc ce QV sur K est constant. Le QV, on l'avait supposé. Et puis la constante de vitesse également si on travaille sur un réacteur isotherme. Je vous passe les détails des étapes d'intégration. Vous pourrez les retrouver dans votre document. Et je vous donne l'expression du volume du réacteur piston que l'on obtient. Donc QV sur K, facteur de 1 sur A plus C. Donc les deux concentrations à l'entrée. Facteur de, alors, log de 1 plus A sur C XAS sur 1 moins XAS. Et donc, avec cette expression, on va pouvoir calculer le volume du réacteur piston et on trouve 9,4 mètres cubes. Donc, ça fait quand même un peu moins que ce qu'on avait obtenu pour le réacteur parfaitement agité, puisqu'on avait 16,7 mètres cubes pour le réacteur parfaitement agité, qui permet d'obtenir le même taux de conversion en sortie. Alors, pour essayer de faire encore mieux, en tout cas d'avoir un volume de réacteur encore plus petit, on imagine d'associer un réacteur agité continu, donc on va supposer parfaitement agité, et un réacteur tubulaire qu'on supposera en écoulement piston pour obtenir un volume, comme étant la somme des volumes de ces deux réacteurs, le plus petit possible. Et on demande de calculer les volumes correspondants. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il va s'agir de savoir jusqu'où il faut mener la conversion dans le premier réacteur. Et ensuite, donc, forcément par déduction, on va voir ce qu'il faut faire au niveau du second. Alors, pour répondre à cette question, on peut observer le fameux Levenspiel plot. Donc, en fait, le graphique qui nous donne CA0 sur R en fonction de XA. Donc vous voyez qu'on a une belle courbe avec une partie décroissante puis une partie croissante. On a positionné sur ce graphique le taux de conversion en sortie souhaité, donc les 90%. Alors déjà, on peut faire une première remarque, c'est que quand on observe ce graphique, on voit que le volume du réacteur piston qui permettait d'obtenir les 90% de conversion, il est proportionnel à l'air que je viens d'achurer ici, alors que le volume du réacteur parfaitement agité qui fait la même chose, lui, il a un volume qui est proportionnel à cet air-là. Donc on retrouve visuellement la différence qu'on avait calculée au niveau des deux volumes,
puisqu'on voit bien que le volume supplémentaire qu'on a par ici au niveau du réacteur piston est quand même bien moindre que ce que l'on a ici par rapport au réacteur parfaitement agité. Donc on retrouve la différence entre les deux volumes qu'on avait pu calculer précédemment. Donc ça, c'était une remarque en aparté. Et donc pour répondre à la question qui est posée, jusqu'où mener la conversion dans un réacteur parfaitement agité, puis ensuite le réacteur piston, tout simplement, on va chercher le minimum de la courbe qui est dessinée en rouge ici. Alors, il se trouve qu'il est ici. Donc, le XA min. Et on va faire d'abord le réacteur parfaitement agité. Donc, on va avoir un volume qui va être proportionnel à ce rectangle ici, l'aire de ce rectangle ici. Et ensuite, on va poursuivre la conversion de XA min jusqu'à XAS à l'aide d'un réacteur piston qui aura un volume qui sera proportionnel à l'aire sous la courbe que je viens d'achurer ici. Alors, la première chose va être de calculer la valeur de XA min. Alors, on peut le faire, on peut regarder graphiquement, de voir qu'on a un XA min qui est à peu près de 50%. On peut faire quelque chose d'un petit peu plus précis. En tout cas, je peux vous le montrer sur cet exemple. Alors, pour obtenir le minimum de la courbe, c'est la courbe CA0 sur R, eh bien, il faut calculer la dérivée de CA0 sur R en fonction de XA. Donc, on va repartir de l'expression de CA0 sur R et on va dériver cette expression par rapport à XA. Alors, on peut redonner l'expression de CA0 sur R. Donc ça, c'est ce qui évidemment a permis de tracer la courbe que je vous ai montrée. Hein. C'est A sur... pardon, ça simplifie. Donc c'est 1 sur K, facteur de 1 moins XA, facteur de C plus A XA. Donc, rien de bien mystérieux, hein. On retrouve la loi de vitesse qu'on avait écrite précédemment. Donc voilà pour ce qui est de cette expression de CA0 sur R. Et donc il faut dériver ceci par rapport à XA. Donc d de CA0 sur R en fonction de XA, il faut dériver tout ça. Alors c'est la dérivée de 1 sur une fonction. Donc du coup il faut dériver la fonction qu'on a au dénominateur, et cette fonction est elle-même le produit de deux expressions ici. Donc du coup, on peut laisser le 1 sur 4 de côté. On va avoir donc dérivée d'une fonction, c'est la dérivée sur le carré. Donc on a 1 moins XA au carré facteur de C plus AXA au carré au dénominateur. Et au nominateur, il faut donc dériver ce qui est ici. Et comme c'est le produit de deux expressions, on peut par exemple dire que c'est 1 moins XA fois la dérivée de ceci, c'est-à-dire A, plus la dérivée de 1 moins XA, donc ça fait moins 1, donc moins, et ensuite on reporte ceci, C plus A XA. Donc voilà pour cette dérivée. Et comme on cherche le minimum, on va chercher à annuler cette dérivée. Donc en fait, il suffit d'annuler le nominateur de cette expression. Et ce nominateur, donc c'est A moins AXA moins C moins AXA égale 0. Donc du coup, on trouve le XA min. Donc qui est égal à A moins C sur 2A. Et si on fait le calcul, que je retrouve la valeur, XA min, c'est 48,3%. Donc graphiquement, on avait lu à peu près 50%, on n'était pas loin. Donc voilà pour ce qui est de la valeur de XA min. Une fois qu'on a la valeur de XA min, donc que j'ai reporté ici, on va pouvoir calculer les volumes des deux tronçons de réacteur. En fait, on va reprendre
les expressions qu'on avait obtenues précédemment. Donc tout d'abord, l'expression du volume du réacteur parfaitement agité, c'était QV sur K, facteur de A fois, alors X à S, mais ici on s'arrête à X à min au niveau du premier réacteur agité. Donc ceci, le A, il n'a pas besoin d'être là, 1 moins X à min, facteur de C plus A X à min. Pardon. Donc du coup, on peut calculer le volume correspondant, ça fait 3,1 mètres cubes. Et on peut calculer le volume du réacteur tubulaire qui permet de passer de X à min à X à S. Donc là, il faut reprendre également l'expression du volume du réacteur piston. Et au lieu d'intégrer entre 0 et X à S, on va intégrer entre X à min et X à S. Ce qui va nous donner une expression qui est la suivante, alors qui ressemble évidemment, hein, mais au niveau du logarithme, on va avoir un petit peu plus de choses. Donc on va avoir ln de C plus A X à S sur C plus A X à min. On reconnaît bien ici le fait qu'on a intégré entre X à min et X à S, moins ln de 1 moins X à S sur 1 moins X à min. Donc voilà pour ce deuxième réacteur qui va avoir un volume de 3,8 mètres cubes. Et donc si on représente de manière un petit peu synthétique sur ce schéma les différentes choses qui ont été calculées, on a donc le réacteur parfaitement agité suivi du réacteur tubulaire, donc le X à min qu'on a calculé à 48,3%, les deux volumes donc de chacun des réacteurs et donc un volume total de 6,9 mètres cubes contre 9,4 mètres cubes pour un réacteur piston pur. Donc en fait, on a évité finalement toute cette partie en utilisant d'abord un réacteur parfaitement agité. Donc la différence entre les 9,4 mètres cubes du réacteur piston et les 6,9 qu'on vient de calculer, ben c'est cette aire-là que j'ai assurée en jaune. Et puis donc pour le réacteur parfaitement agité, on avait 16,7 mètres cubes, donc sensiblement plus évidemment pour ce réacteur parfaitement agité seul. Donc sur cet exemple, on a pu voir comment le l'Evensspiel plot va nous permettre d'optimiser les réacteurs. Donc finalement, on voit qu'en associant un réacteur parfaitement agité puis un réacteur piston, on a pu minimiser le volume de l'ensemble des deux réacteurs. Cependant, il faudra se poser la question de la viabilité économique de cette optimisation, puisque rien n'a garanti que le fait d'avoir deux réacteurs, certes, d'un volume global plus petit, coûtera moins cher en investissement et en fonctionnement qu'un seul réacteur, ici typiquement le réacteur piston, s'il était seul, d'un volume plus grand, mais un seul réacteur.